L'œil de l'expert, aujourd'hui, c'est Maurice Berger. Bonjour docteur, vous êtes pédopsychiatre, ex-professeur associé de psychologie de l'enfant. Vous enseignez à l'École nationale de la magistrature. Vous avez créé le seul service de pédopsychiatrie dédié à la prise en charge des enfants violents. Vous avez publié un certain nombre de livres sur le sujet qui sont tous passionnants, tous à rebours de ce qu'on peut entendre dans les médias où vous êtes relativement rare. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Vous publiez Faire face à la violence en France, le rapport Berger. Et quand vous dites le rapport Berger, c'est que c'est un véritable rapport sur l'état des lieux d'une nouvelle forme de violence et de notre impuissance, de l'impuissance de l'État à répondre à cette violence. C'est cela ? Oui, bonjour Valérie Expert. Le terme de rapport n'est pas le signe d'un ego surdimensionné. Ce qui a été un choc pour moi, c'est quand j'ai quitté l'hôpital, de travailler en même temps en réadaptation fonctionnelle pour adultes, où je voyais des personnes qui avaient été victimes d'agressions, et de travailler toujours en centre éducatif renforcé avec des mineurs très violents. Et d'un côté, j'avais des mineurs qui me disaient, quand je leur demandais « mais qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la victime, l'état dans lequel elle est ?» qui me répondaient « j'en ai rien à foutre ». Une phrase qu'évidemment, ils ne disaient pas devant les magistrats. Et d'un autre côté, je voyais des personnes dont la vie était brisée, qui avaient des dégâts cérébraux tels qu'elles ne pourraient plus jamais travailler, qui ne pourraient plus jamais se promener, plus jamais faire de sport. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la victime était la grande oubliée. Je crois que c'est vraiment le sens de ce livre, c'est-à-dire que tout notre dispositif pénal est centré sur l'auteur, mais l'acte lui-même, les dégâts qu'il fait, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. Donc, mon rapport, c'est un rapport que je dois aux victimes. Ouais. C'est-à-dire, je suis comme à l'armée, vous savez, être au rapport. Voilà le sens de ce titre. De ce titre, mais en même temps, effectivement, vous évoquez ces victimes qui sont complètement estomaquées, je ne trouve pas le mot, enfin, de voir les faibles condamnations, parfois, qui sont appliquées quand leur vie est brisée et que des gens se sentir avec finalement des condamnations très faibles, voire pas de condamnation du tout. Effectivement, voilà, il y a un monsieur qui a été tabassé sans aucune raison à la fin d'un match de foot, qui a été dans le coma. Et qui aura beaucoup de mal à reprendre son travail. Et l'agresseur a été condamné à 6 mois avec sursis. Des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette condamnation de 6 mois avec sursis, c'est-à-dire rien, hein, pour l'agresseur, c'est comme si on effaçait. Le parquet a fait appel. Et ça montre, on dit la justice est trop laxiste, etc. Non, c'est plus compliqué. Il y a une très grande hétérogénéité des réponses judiciaires. C'est-à-dire que c'est une loterie. Cet agresseur aurait pu prendre plusieurs années de prison face à un autre juge, un autre tribunal. Et c'est là que je pense qu'il y a des solutions à proposer pour éviter cette... Vous proposez des solutions, mais vous expliquez dans le chapitre consacré aux victimes, vous dites ça vaut le coup de frapper sans retenue une personne contrariante. Vous donnez l'exemple de groupes de jeunes qui ont attaqué une personne pour un mauvais regard. Vous dites c'est l'inverse de la notion d'exemplarité de la peine pour les jeunes dont je m'occupe dans ces centres éducatifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, et le livre commence ainsi sur Ryan, 15 ans, Ryan qui à la question que vous lui posez sur ce qu'il a ressenti, il répond que ça lui aurait été indifférent que la personne meure et il dit je m'en foutais, ça voulait dire que ce que j'avais fait n'était pas grave puisqu'il a reçu une admonestation simplement. Oui, ce qu'il ajoute c'est je sais que quoi
même si je fais des choses graves, je n'irai pas en prison. Je ne risque pas la prison. Voilà. Et alors ça, c'est une phrase qui correspond à la décision du Conseil constitutionnel en 2016, qui indique que l'emprisonnement des mineurs est contraire à leur redressement éducatif et moral, qui est une phrase totalement aberrante, puisqu'on a des pays où c'est l'inverse, par exemple les Pays-Bas, où on a des peines très rapides, beaucoup plus qu'en France, moins longues, mais du coup, ils ont actuellement 8 ou 10 prisons vides, à tel point qu'ils louent leur place à la Norvège et à la Belgique. Et alors on dit, mais comment est-ce qu'ils font? Et leur réponse c'est, nos prisons sont vides parce que nous avons décidé de les remplir. Donc on voit comment la loi Belloubet actuelle, qui interdit les peines d'1 mois de prison, est un véritable encouragement à la délinquance. Alors si je reprends un point dans ce que vous avez dit, c'est que ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on a des jeunes qui n'ont plus aucune empathie et plus aucune limite. C'est-à-dire, pour eux, non seulement frapper n'est pas grave, mais tuer n'est pas grave, pour beaucoup d'entre eux. Et moi, je ne sais pas faire des greffes de culpabilité. C'est-à-dire, je me dis, mais comment leur faire comprendre que tuer, c'est ce qu'il y a de plus grave? On en est là quand même. Oui, et c'est l'objet de votre précédent ouvrage qui était absolument sidérant. Je recommande vraiment la lecture, où vous racontez que des enfants sont incapables de dessiner un visage quand vous leur demandez de dessiner une expression. Ils ne savent pas dessiner la joie, la peine, ils ne peuvent même pas dessiner un visage. Et il y a un chapitre où vous parlez de l'absence d'empathie, où vous racontez des scènes totalement surréalistes dans un tribunal. Et une chose qui m'a frappée dans votre livre aussi, c'est que pratiquement 100% de ces enfants ultra-violents ont été témoins de scènes violentes dans leur enfance. Oui, c'est vrai qu'un des facteurs majeurs, c'est les scènes de violence conjugale dans les 2 premières années de la vie. Et cette violence, elle est littéralement rentrée dans leur cerveau à un moment où ils n'avaient pas les mots pour comprendre, les mots MOTS, pour comprendre ce qui se passait. Donc ça, c'est un grand facteur. Et c'est vrai que les cultures où il y a une inégalité homme-femme favorisent ça. Mais ce qui est apparu, c'est aussi les violences directes qu'ont subi ces jeunes, de la part de leur père, de leur grand frère, parfois de leur mère. Et là, ce qui est aussi très problématique, c'est que les jeunes qui ont eu un père très violent sont attirés par ce père violent. C'est-à-dire que c'est une sorte de héros négatif. Et nous, on est là dans l'équipe, on sent qu'ils sont sur le point de basculer. Soit ils nous suivent, nous, avec le mode de vie qu'on leur propose. C'est pas très glorieux, mais c'est faire un métier, se lever le matin, gagner sa vie, c'est la vie normale de tout le monde. Soit entrer dans cette vie excitante de délinquance, de délit, de trafic de drogue, etc. Et voilà, on ne sait pas de quel côté ils vont basculer. Oui, alors vous dites, évidemment, vous dites que beaucoup sont d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne. Vous citez également le livre de Boussad Boussena, ces enfants d'immigrés qui réussissent. Vous dites qu'à vos côtés, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui ont, eux, réussi ou qui ne sont pas tombés dans ces travers-là. C'est pas politiquement correct de le dire, mais vous parlez aussi de ces modes d'éducation qui ne favorisent pas l'empathie. C'est-à-dire que les enfants sont élevés par le groupe. Oui. Et ça joue aussi énormément beaucoup sur cette absence d'empathie et de non-sentiment de culpabilité. En fait, on a tout un ensemble de modèles pour expliquer cette violence. On ne peut pas se contenter d'une seule cause. Ça colle pas. On a des systèmes claniques. Des clans familiaux, et ce qui compte là-dedans, c'est la culture de l'honneur. C'est-à-dire les codes du clan l'emportent sur les lois de la République, on peut dire telles quelles. Et du coup, le problème, c'est où je me sens humilié, où je suis humilié. Donc obéir, c'est se soumettre. Et là, on a beaucoup de mal à y arriver. Mais pour reprendre ce que vous avez dit au début, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le centre éducatif où je travaille, la plupart des éducateurs sont maghrébins et originaires des mêmes quartiers sensibles
que les jeunes délinquants qu'on reçoit. Et ça montre bien qu'on est, du verbe naître, dans une famille avant de naître dans un quartier, dans une culture. C'est qu'est-ce que la famille va transmettre. Et moins la famille transmet de valeurs, plus le sujet va se rabattre sur un groupe. Le groupe des pères, P-A-I-R-S, et les pères, il y a des leaders. Les leaders, c'est des leaders négatifs, hein. C'est Sa Majesté des mouches, pour reprendre. Et voilà, les leaders négatifs, et plus un sujet a reçu peu de valeur dans sa famille, plus il est influençable. Et c'est comme ça qu'on arrive aux rixes, des rixes meurtrières. Ouais. Vous dites qu'aujourd'hui, la loi n'est pas adaptée, n'est plus adaptée. La nature de la violence a changé. Vous le détaillez assez longuement dans le livre. Hein. La nature de la violence a changé, mais pas nos lois ni nos pratiques. Donc vous proposez un certain nombre de choses et la conclusion, c'est un État plus fort que la loi du plus fort. Mais comment faire ? Je ne suis pas aussi pessimiste que l'ensemble des médias et des politiques. Ouais. Alors ça peut paraître énorme, hein, ce que je vous dis. Mais quand on travaille sérieusement sur le sujet, moi j'ai travaillé avec des juges, avec des avocats pénalistes, on se rend compte qu'on a vraiment des possibilités. Donc il y a une question de volonté. Et je vais vous donner un petit exemple sans rentrer dans le détail pénal. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ITT. L'ITT, c'est l'incapacité temporaire de travail. Si vous êtes frappé, vous pouvez avoir une ITT, mais si vous avez moins de 8 jours d'ITT, alors l'ITT c'est une gêne réelle et globale dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc il faut quand même être sérieusement tabassé. Quand vous avez 7 jours d'ITT, c'est-à-dire que vous avez été vraiment frappé, ça n'est pas un délit, c'est une contravention de 5e classe et l'auteur ne risque pas la prison. C'est énorme quand on réalise. Donc, par exemple, une première mesure légale, c'est que dès qu'on a 1 jour d'ITT, c'est un délit. Donc, c'est pas vous vous retrouvez devant un tribunal. Vous voyez, et on a un ensemble de lois comme celle-là sur lesquelles on peut vraiment travailler. On peut repenser aux peines planchées. Il faut qu'il y ait une certaine automaticité de la peine pour que ces sujets puissent anticiper les effets, ce que ça va produire, mais ça doit être accordé avec l'individualisation de la peine, etc. Et puis à responsabiliser les familles. Les familles doivent être responsables pénalement, ça ne se passe jamais, elles doivent être responsables financièrement. Je ne sais pas si vous savez qu'un mineur de moins de 13 ans qui commet un viol, la famille ne risque pas la prison, premièrement, et deuxièmement, ça ne coûtera rien à la famille, c'est-à-dire que l'indemnisation de la victime sera prise en charge par l'assurance responsabilité civile scolaire. Donc on a à repenser l'ensemble de notre dispositif pénal, et c'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. C'est une question de volonté. Oui, mais quand vous dites que vous êtes optimiste, une question de volonté, on la voit pas vraiment, cette volonté. On la voit pas, cette volonté, on voit, et vous le dites aussi, et on le constate tous à chaque fois qu'il y a des événements dramatiques, c'est en gros, il y a qu'à Faucon, et il se passe rien. Ça ne peut pas continuer, et pourtant ça continue, et le sentiment d'impunité que vous décrivez dans de nombreux cas, il est toujours là. Est-ce que c'est pas presque trop tard ? Un bon médecin ne dit jamais que c'est trop tard. D'accord. Et voilà. D'accord. Et moi, mon livre, c'est un livre de médecin, de médecin qui est vraiment sur le terrain, complètement. Du côté des victimes. Voilà. Et je pense que on peut reprendre, comme je le dis, nos textes. Et il y a aussi tout le versant prévention. Prévention éducative sur les bandes, sur le travail dans les quartiers. Mais aussi les parents doivent être dans la rue. Par exemple, on doit aider les parents à être dans la rue. Un adolescent sort, où tu vas ? Est-ce que tu as un couteau sur toi ? Ah ben moi je sors, je t'accompagne. Non maman, je t'accompagne, je veux voir ce qui se passe. On a vraiment des possibilités. C'est vrai que d'abord il y a tout un mouvement politiquement correct qui dit que tout ça c'est à cause de notre méchante société. Non, ça nous fera pas avancer du tout, mais aussi les outils, je vous répète, ils existent. Voilà. Après, c'est la volonté. Je conseille vraiment la lecture de votre livre, Faire face à la violence en France, ainsi que les précédents, parce que ça fait un moment que vous alertez, que vous parlez de cette violence avec des solutions, parce qu'on rappelle que vous êtes auprès de ces jeunes, donc c'est pas un livre stigmatisant, si on peut employer ce mot, c'est un livre de constat, c'est un rapport
rapport tout à fait passionnant. C'est paru aux éditions L'Artilleur. Merci docteur Berger d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.